présenter un petit peu les structures qui peuvent accompagner le domicile, un peu plus spécifique sur l'accompagnement aux soins palliatifs. Donc respectivement, on va vous présenter l'HAD avec Ludivine Gervais, et puis avec le docteur Benoît Caro, on va vous présenter l'équipe territoriale de soins palliatifs, donc l'équipe qui sort au domicile des patients. Du coup, dans un premier temps, on voulait juste mettre une diapositive sur les différentes équipes ressources en soins palliatifs de la région. Donc voilà, où il y a un petit peu toutes les équipes qui sont notées, sachant que certaines sont juste notées en tant que EMSP, et pour autant, quand j'ai pris contact avec eux, il y a quand même des équipes mobiles qui sortent et qui vont sur le domicile, même si le territoire n'est pas complet, il reste quand même des zones où il n'y a pas de TSP sur certaines petites communes. Et puis il y a aussi les DAC maintenant, en fait, c'était la suite de la fin des réseaux de soins palliatifs, il y a eu des ETSP qui ont été créés, et les DAC, les dispositifs d'appui à la coordination, dont certains ont des spécificités en soins palliatifs. Sur notre équipe territoriale de soins palliatifs, on a des médecins, 2 médecins qui sont présents les mardis et les vendredis. On a une infirmière en pratique avancée qui a la mention pathologie chronique et qui va plutôt faire les accompagnements des patients qui sont en insuffisance d'organes. Donc vraiment plutôt sur la chronicité des patients insuffisants respiratoires, insuffisants cardiaques, insuffisance rénale, et puis toute la partie aussi troubles, les maladies neurodégénératives, tels que les SLA, mais aussi les Parkinson évolués, ce type de maladie. Nous sommes 3 infirmières, une assistante sociale qui est à temps plein, ça on tient à souligner parce que c'est très très important sur le domicile, une psychologue à 70%, et du temps de secrétariat et notre cadre. Donc toutes ces personnes se déplacent au domicile. On a un territoire assez vaste, car on est rattaché au CHU de Rouen, mais en fait on se promène sur tout le groupement hospitalier du territoire. Donc on va autant sur Doudeville, le Pays de Bresle que la vallée de Landelle, pour essayer d'accompagner les gens au mieux à leur domicile. Nos missions, c'est essentiellement l'évaluation globale en soins palliatifs, et l'accompagnement. Donc on peut être amené à faire simplement des évaluations d'expertise, et puis en fonction du lien qui est fait avec le patient, plutôt rester en ressources pour les équipes du territoire, du domicile, les médecins généralistes ou les infirmiers libéraux, ou poursuivre l'accompagnement. Nos médecins, bien entendu, donnent des avis thérapeutiques. On propose le soutien psychologique aux patients et aux proches. Dans un premier temps, toujours au patient qui ne peut pas forcément se déplacer, donc c'est la psychologue qui vient à lui, mais il peut y avoir aussi des proposés pour les familles, dans ce cas-là, qui puissent plutôt se déplacer sur l'hôpital pour compléter et avoir l'accès à une autre psychologue également. L'accompagnement social, donc l'assistante sociale a en effet plus de spécificité sur le maintien à domicile dans ces situations de soins palliatifs, mais elle travaille aussi beaucoup en collaboration avec les équipes qui sont déjà existantes, bien entendu, l'équipe notamment. Et puis on a un travail d'accompagnement et de formation des professionnels également. Alors une question importante, c'est est-ce qu'on s'inscrit dans toutes les prises en charge de soins palliatifs de tous les patients de notre territoire? Non. En fait, on est vraiment en soutien de l'équipe de soins de proximité, le médecin traitant, l'infirmier, le pharmacien, parfois même l'infirmier azalé. Et donc nous, on peut avoir cette mission d'avis ponctuel en se déplaçant ou sans se déplacer d'ailleurs pour soutenir les équipes. Et puis en fonction de la complexité, on peut intervenir beaucoup plus franchement sur la prise en charge, toujours en lien avec l'équipe de proximité. Et parfois même, on intervient quand il y a beaucoup de complexité à domicile et qu'il y a l'HAD, on continue d'intervenir en connexion tous ensemble. Alors, on ne va pas faire un rapport d'activité, je ne suis pas sûr que l'Agence régionale de santé soit présente, mais en fait, on a une activité qui grandit. On est actif depuis 2 ans, et sur la dernière année, on a pris en charge 412 patients dans notre file active, une trentaine de demandes par mois,
Et puis une prise en charge qui était très courte au début, qui était de 6 semaines. Et ça, c'est extrêmement court pour cette prise en charge globale de soins palliatifs. Et là, cette prise en charge, elle a tendance à être un petit peu plus importante, maintenant plutôt 2 mois, ce qui est plutôt une bonne chose, puisqu'on a le temps de plus de faire des choses. Et puis, peut-être que quelques données qui sont intéressantes, l'âge des patients, il est dans à peu près 12% je crois des patients, il est de moins de 60 ans, ce qui a des implications dans l'accompagnement avec des familles et des jeunes enfants parfois. Et donc ça donne de la complexité, d'où l'intérêt de l'apport de notre collègue psychologue notamment. Autre particularité, c'est qu'on a une activité de réseau, avec beaucoup d'oncologie, mais en fait, je pense qu'il y a un grand enjeu, c'est de développer cette activité d'insuffisance d'organes, avec notre infirmière en pratique avancée notamment. Voilà. Et ça, c'est vraiment un enjeu de taille, parce que ces patients avec ce déclin graduel dont parlait M. Grandazzi, c'est une prise en charge qui est assez complexe et qui est un enjeu important. Et puis 2 derniers points, motif de non-admission, ça c'est parce que les patients décèdent. Dans 1 cas sur 5, on n'arrive pas à les inclure parce qu'ils décèdent avant qu'on intervienne. Et ça c'est un vrai problème de repérage précoce auquel il faut qu'on travaille par la formation, mais aussi par l'identification de notre équipe. Et puis ce qui est une force pour nous, c'est d'être au CHU et en fait de travailler juste à côté de l'équipe mobile de soins palliatifs qui intervient dans le CHU, mais aussi à côté de l'unité régionale de soins palliatifs, ce qui nous permet d'hospitaliser un certain nombre de patients quand c'est nécessaire. C'est une sécurité pour nous, pour les équipes de proximité. Et puis aussi, on a de très bonnes relations avec des hôpitaux périphériques, comme Barentin, Yvetot, qui nous permettent d'hospitaliser les patients au plus proche de chez eux. Et puis, très bonnes relations quand même aussi avec les cliniques privées qui jouent bien le jeu aussi. Voilà, une particularité, et ce sera l'occasion d'introduire Ludivine, c'est qu'on travaille avec 5 HAD sur notre secteur. Donc 5 HAD, c'est 5 fonctionnements différents où on essaie d'appréhender. Et voilà, et donc un fonctionnement d'HAD. Un fonctionnement d'HAD. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que l'HAD parce qu'en tant que partenaire, il faut se définir aussi. Notre but, c'est d'éviter ou de raccourcir une hospitalisation avec hébergement. Et d'intervenir quand les soins habituellement dispensés à domicile sont plus complexes de par leur durée, de par la fréquence des actes nécessaires, ou par leur technicité, et parfois aussi par les médicaments utilisés qui sont uniquement hospitaliers. L'HAD, c'est pas uniquement des soins palliatifs, c'est chez nous en tout cas 50% de notre activité, mais on peut aussi prendre en charge dès la naissance, jusqu'à la fin de vie, à domicile, en EHPAD, dans les IME aussi, dans les foyers de vie, on peut intervenir. C'est une prescription médicale, l'HAD, donc il faut qu'il y ait un médecin qui demande l'HAD. Donc parfois il y a les infirmières libérales qui nous appellent et on leur demande de prendre contact avec le médecin traitant, le médecin référent justement pour prescrire l'HAD. Il y a une évaluation qui se met en place parce qu'il faut rentrer dans les cases de l'HAD, mais pour les patients en soins palliatifs, à partir du moment où la décision de prise en charge palliative est actée, on peut prendre en charge un patient en HAD, on se met en place et on réalise nos soins. On est certifié par l'HAS au même titre que les autres établissements hospitaliers. Un exemple d'une HAD, la particularité de la Normandie, c'est qu'il y a un nombre important d'HAD différentes dans la région. Il y a des régions qui ont moins d'HAD et où effectivement la prise en charge peut être plus homogène. Donc nous, dans notre équipe, on a 2 médecins praticiens d'HAD. Les astreintes sont mises en place, 24-24, 7 jours sur 7. On a une cadre de santé, 6 infirmières coordinatrices qui sont d'astreinte aussi. Donc on a 2 personnes d'astreinte tous les jours, 7 jours sur 7. Il y a une infirmière de liaison au CHU. Il y en a une aussi à Caen qui fait la liaison entre le CHU et les HAD, pas uniquement l'HAD du Seine, mais toutes les HAD du secteur. On a 12 aides-soignantes salariées. Il y a autant de fonctionnement d'HAD que d'HAD. Il y a des HAD qui fonctionnent avec des PUI, d'autres avec les pharmacies de ville, avec les infirmières libéraux, avec des infirmiers salariés effecteurs de soins. C'est très différent d'une HAD à une autre. Donc là, c'est un exemple d'une HAD. On a des soins de support, psychologue, assistante sociale, socio-esthéticienne, diététicienne, stomathérapeute. Et donc nous travaillons avec les infirmières libérales. Je voudrais vous parler d'une chose qu'on fait en HAD, c'est les évaluations anticipées en EHPAD. On a beaucoup parlé d'anticipation. Donc on a travaillé sur les évaluations anticipées en EHPAD. On fait des staffs dans certaines EHPAD avec l'équipe pluridisciplinaire de l'EHPAD, dans le but justement d'évaluer des patients qui pourraient relever de soins palliatifs. L'idée, c'est juste de les évaluer, de dire on pense qu'il est en soins palliatifs, on en discute tous ensemble, on acte la chose.
Si ce sont des patients qui souhaitent rester à domicile et ne pas être transférés aux urgences, on respecte leur volonté et on intervient un petit peu en fait après le CODIR, comme tu disais, où l'objectif en fait c'est une fois que ça a été acté que c'était un patient qui souhaitait rester en EHPAD ou pour qui on estimait qu'il était préférable de rester en EHPAD, on prévoit tout, on fait une fiche urgence PALIA, on fait des prescriptions anticipées et on peut intervenir le soir, le week-end, s'il n'y a pas d'infirmière libérale, pas d'infirmière dans l'EHPAD. Le SAMU est informé, donc si c'est une veilleuse de nuit qui appelle le SAMU, ils ont le dossier et comme ça on est tous coordonnés pour essayer de respecter soit la volonté du patient, soit son confort, parce que c'est ce qu'on a estimé qui était devenu pour le patient. Je vais avancer quand même. On va vous présenter un petit cas clinique pour vous montrer un petit peu comment on s'articule ETSP et HAD. On voulait vous présenter la situation de Madame G, qui illustre un petit peu la collaboration que l'on a sur le domicile avec les partenaires soignants. Donc c'était une demande de l'oncologue du centre Henri Becquerel pour une patiente âgée de 67 ans qu'elle voyait dans le cadre d'un cancer du sein négligé métastasé au niveau hépatique. Pris en charge depuis mai 2022 et la découverte de ce cancer avait été faite dans les suites de prise en soin d'un AVC. Cette dame a eu 2 lignes d'hormonothérapie et puis le 6 avril, lors du scanner d'évaluation, elle montrait une progression tumorale au niveau de la plaie, mais aussi du nombre de métastases au niveau hépatique. Donc est annoncé l'arrêt des traitements spécifiques pour cette patiente. Lors de cette consultation, la famille a eu un sentiment d'abandon de la part de la médecine, était assez en colère et du coup la demande de l'oncologue c'était aussi qu'on puisse être auprès de la famille dans cette annonce d'arrêt des traitements spécifiques. Voilà, donc une dame qui est présentée avec une perte d'autonomie majeure, une hémiparésie séquelaire droite et une prise en charge par les infirmières tous les 48 heures pour une plaie cancéreuse au niveau du sein. On appelle en contact du coup la patiente qui est plutôt réticente au départ à l'annonce de la venue d'une équipe de soins palliatifs mais qui finit par accepter de nous rencontrer. Donc on se déplace au domicile fin avril. Une patiente qui s'exprime peu, c'est surtout son aidante principale, sa fille qui parle, qui explique la pathologie. Cette dame n'exprime aucun symptôme d'inconfort, il y a peu d'adhésion, en tout cas au suivi. La fille entend bien, vu que c'est elle qui est plutôt la référente, l'émission d'anticipation, d'évaluation et l'intérêt d'avoir une équipe de soins palliatifs s'ils en ont besoin à un moment donné et nous nous mettons d'accord sur une évaluation mensuelle. Après, du fait que cette patiente s'exprimait peu, il y a tout un recueil d'informations qui est fait avec les équipes du domicile qui étaient bien implantées. Donc un lien téléphonique se fait avec le SIAD, le service d'aide à domicile, les infirmières libérales, le kiné et le médecin généraliste. Tout le monde a bien la bonne information, en tout cas, de l'arrêt des traitements spécifiques, que c'est une patiente en soins palliatifs. Et puis la conclusion étant qu'il n'y a pas de problématiques de détecter, qu'il n'y avait pas de nécessité, en tout cas, à plus qu'un suivi mensuel pour cette patiente, en ayant des points de vigilance quand même sur le risque d'épuisement de l'aidante principale qui avait mis sa vie un petit peu entre parenthèses pour être auprès de sa mère. Voilà, et puis le refus psychologique qui avait été quand même refusé par la patiente et son aidante. Il s'avère que lors de la proposition du suivi mensuel, finalement la famille et la fille refusent que l'on vienne à nouveau sur le domicile. Donc on en informe les partenaires et un mois plus tard, c'est le médecin généraliste qui nous recontacte du fait de l'altération de l'état général de la patiente, avec une infection, une dégradation de sa fonction rénale, avec un retentissement sur son état général. Et la famille est bien sûr en accord pour que l'on intervienne à nouveau sur le domicile. Donc là, ce qui était aussi important, c'est que finalement, on a respecté aussi l'évolution de cette patiente, son cheminement et ses besoins qui étaient différents, qui avaient une temporalité en tout cas. Et puis cette évaluation à domicile montre en effet qu'il y a eu encore une étendue au niveau de sa plaie tumorale avec un aspect très inflammatoire, une douleur exprimée lors de la réflexion du pansement, que la patiente minimisait mais que les infirmiers libéraux, eux, exprimaient bien. Une perte d'appétit, une difficulté maintenant à prendre les aliments mais également les médicaments. Une grande fatigue et un fébricule avec une patiente qui était déjà sous antibiotiques.
Et lors de cette discussion, lors de cette évaluation, est abordé un peu les souhaits du patient, parce qu'on arrive à un stade où il faut savoir un petit peu ce que le patient veut, même si jusqu'à présent la patiente n'avait pas voulu trop en parler. Et donc elle souhaite rester sur le domicile, être accompagnée sur le domicile jusqu'au décès. Et son aidant principal, sa fille, est en accord avec le souhait de sa mère et souhaite également l'accompagner. De ce fait, on fait le lien avec le médecin généraliste et puis l'oncologue. Et au vu des difficultés qu'il y avait déjà, et en tout cas de l'état clinique à ce moment-là, et notamment la dysphagie qui annonçait qu'il fallait peut-être qu'on prévoie une anticipation à un moment donné d'un relais de la prise des traitements, on décide ensemble de mettre en place l'hospitalisation à domicile. Du coup, nous, on va intervenir dans le cadre d'un soin palliatif avec un pansement complexe, parce que la plaie, elle est très complexe, elle demande beaucoup de temps et elle est à risque d'hémorragie. Donc on reçoit notre demande de préadmission avec un petit compte-rendu de l'ETSP. Ça, c'est le 5 juillet, pour vous donner un petit peu la temporalité de la mise en place. Donc le 5 juillet, il y a la préadmission, avec la mise en place de tout le contexte de la patiente à domicile et l'évaluation du médecin praticien en HAD. Je vais surtout vous montrer comment tous les acteurs en HAD s'articulaient autour de cette patiente. Donc ça, c'est son évolution sur à peu près un mois et demi. En fait, on l'a prise en charge, cette dame. Donc l'intervention du médecin traitant. Nous, on est médecins coordonnateurs. Donc en théorie, on travaille vraiment avec le médecin traitant. On n'est pas censé être prescripteur, sauf en urgence, en cas d'absence du médecin traitant, ou à la demande du médecin traitant qui nous demande de prendre la main, par exemple, sur les PCA, sur des molécules qu'il n'a pas l'habitude de gérer. Donc on envisage mal de travailler sans l'appui des médecins traitants qui sont auprès des patients sur le terrain. Donc là, on voit bien cette intervention répétée du médecin traitant qui était assez présent au chevet de cette patiente. L'intervention du médecin spécialisé et la coordination de l'HAD. Donc là, on voit que devant les saignements au niveau de la plaie, on a pris appel au niveau du spécialiste pour savoir ce qu'on pouvait faire, d'autant qu'il n'y avait plus de prise péros possible pour limiter les saignements. Donc on était passé sur des ampoules d'Hexacil administrées localement sur la plaie. On avait aussi l'intervention des infirmières libérales, c'est elles qui géraient la plaie de la patiente et qui nous tenaient informés des plaies avec des photos régulières. Donc on est vraiment tous en train de travailler ensemble. Donc on avait les protocoles de la plaie et les infirmières libérales, vous voyez tout en bas, qui nous tenaient informés effectivement de son confort pour qu'on puisse réadapter les traitements antalgiques anxiolytiques. On avait aussi, mais je vais passer vite parce que je crois que je n'ai pas effacé le nom, l'intervention de notre psychologue au domicile qui allait les voir. Et enfin, le décès de cette dame, donc le 27 août, avec, on est plutôt sur la fin de vie et pas sur la vie finie, mais quand même ce souci que je pense qu'on a tous sur les territoires, la difficulté de constater le décès à domicile sur les heures non ouvrées. Bon. Alors, ce qui nous guide, ce qu'on a appris là dans nos activités, alors nous, depuis 2 ans, depuis qu'on est actifs, et puis dans ce travail de coordination avec l'HAD, la première chose, c'est la complémentarité avec la ville. Quand j'entends ville, c'est les effecteurs, en fait, les effecteurs sur le terrain. Ça peut être, bien sûr, l'équipe de soins primaires, l'équipe de soins de proximité, mais ça peut être aussi l'HAD, le médecin de garde, quand il se déplace. Et donc pour nous, c'est qui peut intervenir le premier. Pour nous, en tant qu'équipe territoriale, on se mobilise en 15 jours en moyenne, mais on est capable, bien sûr, de sortir dès le jour même s'il y a une urgence. L'HAD est très, très réactive. Et donc voilà, pour nous, complémentarité, qui peut intervenir le premier, et après, on se coordonne. Deuxième chose importante, c'est vraiment éviter le passage aux urgences, ça nous guide beaucoup. Et du coup, on s'est posé la question de quels outils pouvaient nous être utiles. La fiche urgence pallia, c'est vraiment l'outil, un outil sûrement un peu fragile, un peu avec des soucis d'organisation, mais sûrement le meilleur outil qui existe pour favoriser le maintien à domicile ou la bonne orientation du patient. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Parmi les 400 patients qu'on prend en charge, on a fait 250 fiches urgence pallia. On pourrait je pense qu'on en fait de plus en plus pratiquement pour tous les patients. Voilà. Autre chose sur cette fiche, c'est le lit de repli. Ça peut être vraiment intéressant de travailler en amont sur l'endroit où on pourrait hospitaliser le patient en cas de difficulté, et aussi quand il nous dit qu'il ne veut pas décéder à domicile. Ça arrive régulièrement.
Une grande question qu'on se pose, et je pense que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on peut maintenir tous les patients à domicile jusqu'au bout? Nous, il nous tient à cœur vraiment de mettre l'autonomie du patient au premier plan, et parfois ça nous met vraiment en difficulté, nous soignants, alors nous en tant qu'équipe ressources, mais aussi les soignants du domicile, parce qu'en fait on voit bien que les conditions ne sont pas réunies pour faire des soins nous, de qualité, ce qu'on considère de qualité, mais ça nous tient à cœur de vraiment essayer de maintenir le patient à partir du moment où il le souhaite. Et donc, il y a ce travail de coordination avec l'HAD, avec les prestataires qui sont extrêmement utiles aussi dans ces situations, mais avec des limites par ailleurs. Et puis, cette nécessité d'anticiper les situations. Je crois que c'est pas grave que l'infirmier soit tout seul le week-end devant le patient qui est inconfortable. L'important, c'est qu'il ait des prescriptions anticipées, qu'il ait de quoi faire pour subvenir aux besoins du patient. Cette coordination, elle n'est pas utile toujours le week-end, le samedi après-midi, voilà, si on a anticipé. Voilà. Et puis dernière chose, je pense qu'on est un support de collégialité, c'est toujours, je pense que les soins palliatifs se vivent en équipe, et donc être en soutien de l'équipe de soins de proximité pour discuter ensemble, faire une procédure collégiale, ça peut être intéressant. Être en soutien de l'HAD pour discuter tous ensemble, c'est vraiment, voilà, c'est ce qu'on essaie de vivre, et parfois même en lien avec les hôpitaux périphériques. Merci à tous les trois.